Madame, Monsieur, chers internautes, bienvenue dans votre émission littéraire 4e de couverture. Aujourd'hui, nous accueillons l'auteur de l'ouvrage Le commandement territorial ou la parole d'un muet, Monsieur Bafodé Kalo. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Chers internautes, lorsque l'on est commis de l'État et formé à bonne école, les questions d'éthique et de déontologie sont une sorte de chasse gardée. C'est ce qui a motivé en réalité tout au cours de sa mission de sauvegarde de la sécurité territoriale dans un endroit bien déterminé. M. Kalo ne pouvait pas s'exposer aux médias ni même écrire un ouvrage qui parlait de sa profession. Aujourd'hui en retraite, il nous fait l'économie de cette profession, mais tout en se gardant d'être un commis de l'État. Monsieur Kalo, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un tel ouvrage? Bon, merci beaucoup, Monsieur Top. Je pense que vous me donnez l'opportunité, en tout cas, de dire un peu ce qui m'a motivé à écrire cet ouvrage. Parce que je dois dire encore une fois que ça a été un rêve pour moi d'écrire une fois, en tout cas, la mission accomplie au service de mon pays. D'écrire quelque chose laissé à la postérité. Cela me paraît également un devoir parce que le fait de servir son pays, c'est un devoir, c'est un sacerdoce, mais c'est également un devoir d'aider les générations futures à comprendre comment effectivement une autorité administrative doit se comporter dans ses actions de tous les jours au service de la nation. Donc en résumé, voilà ce que nous a motivés. Mais il faut savoir que une autorité administrative, comme on le dit souvent, il y a ce devoir de retenue. Exactement. Il y a également que l'autorité administrative est souvent devant des situations assez compliquées. Et donc, quelquefois, c'est le tact, c'est le flair personnel qui lui permet quand même de transcender certaines questions. Ce n'est pas évident. Donc, il est bon quand même d'aider les jeunes à comprendre, à lire entre les lignes, comme on le dit. Exactement. Et nous n'avons pas voulu, dans ce livre, nous ouvrir d'une certaine façon. En effet. Alors, parce que quand même, il y a ce devoir de retenue. Mais des choses qui pourront être dites, quand même, nous n'avons pas hésité à les dire dans le cadre de ce travail. Ce qui pouvait améliorer les conditions de travail de l'autorité administrative, ce qui a été fait et ce qui doit être fait et ce qui reste à être fait. Je crois qu'une action humaine, quand même, ça tend toujours vers la perfection. Exactement. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire dans un premier temps par rapport à votre première question. D'ailleurs, à la lecture de cet ouvrage, nous avons vu que des anecdotes, somme toute croustillantes et attractives, ont entouré tout au long, ont survolé plutôt tout au long de notre lecture. Alors, monsieur Kalo, avant d'être préfet, vous étiez professeur, vous étiez instituteur. Comment s'est fait le lien entre un enseignant et un préfet? Et vous savez, on a l'habitude de dire que l'enseignement mène à tout. Alors, un bon enseignant, je crois qu'un bon enseignant doit être un bon administrateur. J'ai pris quand même cette expression de l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui avait l'habitude de dire qu'il s'est rendu compte que les bons administrateurs furent des enseignants. Senghor, avec qui vous avez eu quand même un lien un peu particulier dans la mesure où le jour de son décès, c'est ce même jour que vous deviez prendre fonction. Voilà, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué et c'est pourquoi je crois que
quelque part, dans les livres même, j'ai eu à m'insurger contre une idée sortie quelque part dans une presse en disant que Senghor a démissionné de son poste de président de la République parce que ça entend que les élections prochaines, il allait perdre. C'est pourquoi alors j'ai dit que ça m'a fait très mal parce que Senghor est déjà parti. Je crois que quand même ça, on doit respect à son âme, surtout avec tout ce qu'il a fait pour ce pays-là. Donc sans tomber dans les travers politiques et tout, je pense que quand même nous lui devons respect. Voilà. Je disais, quel est le lien? En quel moment, au moins, vous étiez pressenti à passer d'un état d'enseignant à un état d'administrateur, d'autorité administrative? Oui, c'est-à-dire que j'ai servi dans l'enseignement pendant presque 20 ans. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis retrouvé dans l'administration territoriale. Et là également, j'ai fait 17 à 18 ans, n'est-ce pas, dans l'administration territoriale. Mais là également, il faut savoir que, parce que c'est un métier que j'ai aimé à travers mes relations avec certaines autorités administratives de l'époque. Parce que leur façon de faire, d'administrer, de gérer les situations, ça m'a tellement plu que vraiment je me suis dit que voilà, nous pouvons apporter notre contribution, en tout cas à participer sous une autre forme, n'est-ce pas, au développement de ce pays-là. C'est ça qui nous a poussé à embrasser ce métier d'administration territoriale. Parlons du métier du sous-préfet que vous étiez. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous avez appris? Quel est réellement le secret d'être un sous-préfet? Bon, le secret d'être un sous-préfet, je pense que un sous-préfet, c'est le représentant de l'État dans la circonscription. C'est le délégué, en premier lieu, c'est le délégué du président de la République. Exactement. Donc, vous imaginez ce que cela signifie parce que ça... À travers les déconcertations de l'État. Alors, donc ça, c'est un lourd fardeau. Donc, en tant que tel, le sous-préfet a une attitude, un comportement qui n'est pas totalement celui des autres agents, parce que quand même, il y a, comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a la retenue et tout ça, mais il y a également que le sous-préfet, c'est lui en quelque sorte qui gère la sécurité publique dans sa circonscription, et c'est lui qui doit aider et conseiller les autorités locales dans le cadre du développement. Donc ça, c'est très important. Donc il est en quelque sorte, c'est lui, il est donc directement, il est au charbon pour hisser la collectivité locale à un niveau de développement. Encore que vous étiez dans une circonscription particulière par son ascension religieuse ici au Sénégal, sa représentation religieuse et morale chez les citoyens sénégalais. Comment vous avez pu gérer la casquette particulière de votre circonscription? Oui, ce n'est pas facile comme vous le dites, mais c'est partout ailleurs, hein, parce que le Sénégal, c'est un et indivisible. Donc, la zone à laquelle vous faites allusion fait partie intégrante du Sénégal, quand bien même il y a cette particularité, parce que le représentant de l'État, c'est en fait un élément qui doit aider à cette synergie ou bien à cette bonne relation entre le spirituel et le temporel. C'est très important. Donc ça, nous sommes un pays laïque, mais quand même, c'est pourquoi les pratiques religieuses, que ça soit musulmane, que ça soit chrétienne, que ça soit animiste et tout, le Sénégal est un pays tolérant.
donc qui sait gérer toutes ces situations et dans le bon sens pour qu'il y ait cette cohésion nationale. Cependant, nous avons vu que le sous-préfet, par une anecdote que vous avez racontée ici dans cet ouvrage, a eu à rencontrer des difficultés, notamment une plainte venant du Daïra Matlaboul Fawzaini. Qu'est-ce qui expliquait cette plainte et comment le dénouement a pu être fait? Oui, vous savez, comme je vous l'avais dit, vous savez que le sous-préfet, de façon générale, pas seulement le sous-préfet, mais les autorités administratives de façon générale, souvent ne sont pas bien comprises par certains administrés. Alors, lorsque l'autorité prend des mesures, ce n'est pas souvent de gaieté de cœur, mais c'est simplement pour aider les différentes parties à se retrouver, à s'entendre pour la bonne marche de la communauté. Alors, si maintenant l'autorité pense que il est tout à fait normal de mettre en terme de façon provisoire à une activité quelconque, je crois que ça doit être salutaire de part et d'autre. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors, certaines personnes pensent que si le sous-préfet prend cette mesure provisoire, une mesure conservatoire pour qu'il y ait le calme, qu'il y ait la tranquillité de l'ordre public, d'autres ont une autre appréciation. Mais quand même, l'autorité doit toujours avoir la tête sur les épaules et de savoir que la mesure qu'elle vient de prendre est conforme à la loi et conforme à la réglementation. Et les gens sont tenus quand même de respecter cela. Alors maintenant, vous avez parlé de cette plainte-là, c'est exactement la même chose parce que c'est un daïra qui est constitué de talibés et donc une association, comme toute autre association, souvent il y a des velléités. Bon, quand les intérêts sont divergents, alors les gens sont à couteau tiré. Donc c'est là où l'autorité doit intervenir pour qu'il y ait du calme, qu'il n'y ait pas de débordement. Parce que quand ça déborde, ça peut déboucher sur une situation regrettable. Et là, nous devons prévoir tout cela. Dans votre rôle régalien, j'ai vu que vous avez parlé de l'élection, de l'organisation de l'élection de 2007, qui a coïncidé avec une nouvelle refonte du fichier. Nous voyons parfois la spécificité, j'en parlais tout à l'heure, de la ville sainte de Touba lorsqu'il s'agit d'élections, parce que n'ayant pas d'école, il faut toujours des bureaux que l'on crée par-ci par-là. Parfois, ce n'est pas facile. D'ailleurs, nous avons vu des agréments que ça a causé en 2017. Vous, comment vous avez pu gérer ces moments-là? Oui. Bon, alors, c'est pas facile à organiser des élections à Touba, ce n'est pas facile, parce que d'abord, dans les autres localités, il y a des... Est-ce que c'est une occasion pour ceux qui nous suivent de comprendre comment ça se passe dans la spécificité de cette ville? Voilà, tout à fait. Parce que là, ici à Touba, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Il n'y a pas beaucoup d'écoles élémentaires. Alors, c'est aussi simplement au niveau de Darmanan où il y a une école élémentaire, publique. Alors, mais tout le reste, il n'y a pas d'école élémentaire. Bon, ça c'est la particularité de Touba. Alors, puisque les élections se tiennent souvent dans des écoles, donc Touba n'en a pas assez. Pratiquement, c'est la seule école. Alors là, maintenant, il faut recourir à des abris provisoires. Et ça également, ce n'est pas facile. Encore que Touba a un nombre de votants exceptionnel. Il y a beaucoup d'électeurs, parce que moi, quand je venais en 2004, j'ai trouvé le corps électoral de l'arrondissement à 54 000 électeurs. Mais avec la refonte du fichier, nous sommes arrivés à presque à 200 000 électeurs, vous imaginez. Donc, Touba, c'est un grand grenier électoral. Bon, maintenant, l'organisation n'est pas facile, parce que, comme je vous l'avais dit, il n'existe pas d'établissement public, d'établissement scolaire public. Donc, c'est pourquoi il faut faire recours aux abris provisoires. Ça fait à peu près, à l'époque, en 2007, 378 abris provisoires dans l'arrondissement de Touba. Et la ville de Touba seulement
avait presque 358 abris provisoires. Touba seulement, à l'intérieur de Touba, 358 abris provisoires, en 2007. Et je sais que les choses ont dû évoluer parce que à chaque fois qu'il y a révision des listes électorales, ça augmente. Alors, je ne connais pas la situation actuelle, mais je sais que on me parlait d'environ de 500 et quelques bureaux de vote actuellement au niveau de l'arrondissement de Ndam. Alors, donc, vous voyez ce que ça fait. Exactement. Je rappelle juste, chers internautes, que notre invité est Bafodé Kalo. Il a été sous-préfet dans plusieurs localités du Sénégal. Il est élevé au rang de chevalier dans l'ordre national du mérite, dans l'ordre national du Lion, puis officier dans l'ordre national du Lion. Aujourd'hui, c'est lui le président de l'association des anciens sous-préfets du Sénégal. Monsieur Kalo, parlons maintenant de certaines propositions que vous avez faites, parce que quand même une administration territoriale est régie par des textes. Il y a eu des changements, il y a eu des séminaires, il y a eu des discussions pour au moins améliorer ces textes-là. Aujourd'hui, est-ce que avez-vous le sentiment que ces textes améliorés lors des séminaires sont aujourd'hui appliqués? Oui, bon, pour l'administration territoriale, je crois que je l'avais dit un peu vers la fin, parce que il était question de la charte du commandement territorial. Bon, mais à l'heure où je vous parle, je n'ai pas connaissance encore de la publication de cette charte-là, alors qu'elle a toute son importance pour, en tout cas, permettre à ces autorités quand même d'être dans certaines conditions et de faire une certaine lisibilité entre les différents paliers de l'administration. Et ça, c'est très important. Bon, donc jusqu'à présent, en tout cas, je ne suis pas en tout cas au courant de la mise en application de cette charte. C'est pourquoi j'ai tenu à leur dire, bon, vous savez, comme je ne suis plus concerné par la chose, alors je crois que je suis mieux placé que quiconque pour le dire. Exactement. Parce que autrement dit, si je le dis, on va dire, bon, il est en train de tirer la couverture sur sa personne. Maintenant que moi, je ne suis plus concerné, mais je le dis pour que vraiment, je crois qu'on devait quand même tenir compte de cela pour permettre à ces autorités quand même de jouir d'une certaine capacité en termes, comment dirais-je, en termes d'applicabilité de la loi dans certaines zones et ensuite, compte tenu aussi du fait que souvent les autorités sont exposées parce que les conditions de travail ne sont pas tout à fait ça partout, hein. Donc les logements, les bureaux, etc., etc. Donc je sais que beaucoup de choses avaient été faites par le pouvoir central pour améliorer les conditions de travail des autorités administratives. Mais encore, il reste à faire. Parce que vous savez, nous évoluons. Nous sommes un pays qui évolue. Donc l'administration aussi évolue. Et donc, puisque encore que l'administration territoriale est le nœud gardien de la sécurité publique. Voilà. Alors, donc, c'est pourquoi nous sommes un pays où vous faites un déplacement vers l'Est. Hein, je pense par exemple à la région Tambacounda, Kédougou, Kaffrine, les zones un peu excentriques. Hein, ce n'est pas tout à fait la même chose que ceux qui sont de l'autre côté, dans la région de Thiès, de Dakar, etc. Donc il doit y avoir une certaine homogénéité, sinon de faire des discriminations positives. Parce que quand certains, je me rappelle, je crois que ça c'était le temps un peu colonial, on dit des indemnités de dépaysement, des choses comme ça. Bon, mais c'est pas tout à fait ça que nous voulons, mais quand même qu'on remette quand même à l'administration territoriale, vraiment les autorités administratives doivent être vraiment mises dans des conditions vraiment importantes pour leur permettre de jouer correctement le rôle de gardien de la Constitution au plan local. C'est en fait ça.
Parce que c'est l'autorité administrative qui est chargée de l'application des lois et règlements dans sa circonscription. Et ça, c'est important. Et si on n'a pas quelquefois les moyens d'exercer, d'appliquer ça, ça pose problème. Exactement. Et ça pose problème. Alors, je vous pose une question que vous avez vous-même posée dans cet ouvrage. Vous dites que n'est-il pas opportun aujourd'hui de porter une réflexion sur le vocable commandement territorial pour une administration civile de développement dans un pays où l'éveil et l'aspiration des populations à plus de démocratie sont irréversibles? Oui, oui, parce que moi, quand on parle de commandement territorial, je m'excuse un peu du terme, ça renvoie un peu au colonialisme. Parce que commandement territorial, ça me paraît un peu lourd. Exactement, comme expression. Oui, comme expression, ça me paraît trop lourd. Ça ne me paraît pas tellement moderne aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi. Donc pour moi, l'administration territoriale, ça s'apprête mieux que commandement territorial. Ça peut limiter le lien, la cohésion qui peut exister entre l'administrateur territorial et les administrés. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un pays indépendant, nous sommes souverains. Donc, je crois que l'administration territoriale, ça me paraît beaucoup plus apte, plus adapté à nos réalités. Parce que nous sommes un pays qui aspire à beaucoup plus de démocratie, hein, à beaucoup plus de liberté d'expression, n'est-ce pas? Donc, il est préférable. Vous avez vu même au niveau du ministère de l'Intérieur, on dit Direction générale de l'administration territoriale. Exactement. Alors, donc, c'est pourquoi j'ai dit donc, il vaut mieux aujourd'hui de considérer que l'administration territoriale me paraît beaucoup plus adaptée à nos réalités que commandement territorial. Exactement. Aujourd'hui, monsieur... Parce que nous, on n'est pas là simplement pour commander, mais l'autorité administrative n'est pas là seulement pour commander, mais l'autorité administrative est là pour accompagner le développement. Exactement. Au niveau de sa circonscription. Donc ça, l'administration territoriale me paraît beaucoup plus moderne, beaucoup plus conforme et beaucoup plus démocratique dans ce Sénégal d'aujourd'hui, plutôt que commandement territorial, qui pour moi, c'est un vocable qui renvoie un peu à l'époque coloniale. Parallèlement, M. Kallo, ne sentez-vous pas un certain dépérissement du personnel du commandement territorial au profit d'autres services? Ah mais bien sûr, vous savez, c'est comme je viens de le dire tout de suite, c'est pas certaines autorités administratives sont, comment dirais-je, sont affectées au niveau d'autres administrations, mais l'un dans l'autre, toujours est-il que c'est le Sénégal, c'est bien. Mais quand même, il faut penser quand même à renforcer l'administration territoriale, à renforcer les autorités administratives, à mettre ces autorités administratives dans des conditions vraiment acceptables, hein, pour que des gens quand même, que cette administration soit attractive, pour que d'autres personnes s'intéressent à ça, parce que c'est très important. Parce que sans l'administration territoriale, on allait avoir beaucoup de problèmes, hein, parce que le président de la République, les ministres ne pouvant pas être partout en même temps et au même moment, ce sont ces autorités-là qui font ce travail-là, qui représentent l'État. Parce que la présence de l'État est marquée par la présence de ces autorités administratives au niveau des différentes localités, au niveau des différentes régions, départements et arrondissements. Alors donc, l'État central étant au niveau de Dakar, mais est toujours au courant de tout ce qui se passe à Fongolimbi, ce qui se passe à Bignona, ce qui se passe à l'administration territoriale. Donc d'où la nécessité de renforcer, d'accorder beaucoup plus de considération à ces autorités administratives. Juste une dernière question, parce que nous avions presque 26 minutes, c'est fini, on m'a dit. Alors, M. Kallo, le bon comportement de l'administrateur, de l'autorité administrative, c'est quoi exactement? Le bon comportement de l'autorité administrative,
c'est la retenue, le droit de réserve, l'efficacité, la pondération, la solidarité aussi, également, parce qu'il faut que ce personnel soit solidaire dans le bon sens, dans l'intérêt de notre pays. Je vous cite, vous dites que c'est pourquoi l'autorité administrative doit être réputée pour sa retenue, son respect de la hiérarchie, son flair, son sens de responsabilité, sa courtoisie, son honnêteté intellectuelle, sa maîtrise des textes, son savoir-faire et être, son esprit d'initiative, son équidistance, sa capacité de discernement, son esprit d'ouverture, sa capacité d'écoute, son humilité, sa fermeté, sa pondération, sa patience, mais surtout sa tolérance sans enfreindre les principes républicains. Monsieur Bafodé Kalo, c'est la fin de l'émission. Votre dernier mot. Bon, donc, je voudrais d'abord remercier la maison d'édition L'Harmattan pour ce travail remarquable qu'elle fait. Parce que L'Harmattan, si elle n'existait pas, on allait la créer parce que c'est indispensable pour la compréhension, pour l'information du public, pour être au diapason, comme on le dit, de l'évolution du monde. Alors, donc, vous également, je vous remercie. Mais je voudrais demander, en tout cas, surtout à mes amis, à mes collègues, les autorités administratives, de continuer à faire preuve de patience, comme ils l'ont toujours fait, et également demander en tout cas à l'État, au pouvoir central, en tout cas d'apporter un regard attentif à l'endroit de ces autorités administratives qui, nuit et jour, œuvrent pour la bonne marche de l'administration dans l'intérêt du peuple sénégalais. Autorité administrative, vous l'avez entendu, c'est Bafodé Kalo. Vous avez le droit et le devoir aujourd'hui de vous procurer cet ouvrage. Bref, même tous les fonctionnaires du Sénégal aujourd'hui peuvent lire cet ouvrage qui se vend ici à la maison d'édition L'Harmattan Sénégal et qui parle réellement de la sécurité publique du Sénégal qui concerne en réalité tous les citoyens. Madame, Messieurs, chers internautes, merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.